chez Aster depuis 3 ans. Donc Aster, on est un fonds de capital risque que je vais essayer de vous présenter un petit peu et de vous dire en quoi on peut vous aider dans vos projets ou vous aider dans des projets de co-investissement. Est-ce que je peux vous demander peut-être rapidement si vous avez des attentes spécifiques sur cette présentation, de les exprimer maintenant, et sinon n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation, notamment via le chat intégré à Zoom. Bon, on va démarrer avec Rizvan. Rizvan, tes attentes, la SNCF et Aster Capital. Non, c'est déjà bon, salut Pierre, j'espère que tu vas bien. Non, c'est surtout Aster qu'on connaît en termes de fonds de capital risque, voir un peu les tests d'investissement derrière, peut-être avoir un peu ton aperçu sur l'année 2017, un peu sur les levées qui s'est passé. Il y a beaucoup de fonds qui ont levé beaucoup d'argent, des grosses thématiques qui arrivent sur 2018, un peu voir pas définir toute la stratégie d'investissement, mais un peu voir ce que tu sens en termes d'insight, un peu ton gut sur certains sujets. Plus globalement, même pour Aster aussi derrière. Et voilà. Très bien. Okay. Philippe, puisque tu peux te présenter brièvement à Pierre. Oui, bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Je suis Philippe Gablin, je suis le CTO d'Impact Finance. Impact Finance, c'est une fintech franco-canadienne. Notre premier produit, ça va être une app de paiement qui permettra de gagner du cashback quand on consomme dans une entreprise d'impact, chez un marchand d'impact. Ce cashback va être versé dans une crypto-monnaie qui s'appelle Impact Coin. On a déjà levé plus d'1,7 million d'Impact Coin. On en a déjà vendu plus d'1,7 million. Et cette crypto-monnaie pourra être utilisée en B2B aussi dans tout l'écosystème des entrepreneurs d'impact. Voilà. Impact Finance actuellement fait une levée de fonds pour environ 5 millions de dollars canadiens. Ça fait en gros 3 millions d'euros. Et donc, mes attentes, c'est bien évidemment de savoir si ce qu'on fait pourrait intéresser Aster Capital. Voilà. Ok. Très bien. Stéphane, j'ai vu que tu viens d'arriver. Tu veux te présenter brièvement? Oui, je viens d'arriver avec Stéphane Amargé. Je suis administrateur CleanTech BA. J'ai été auparavant le responsable France pour la Clean Digital, donc un accélérateur d'écosystèmes de start-up au niveau européen. Et maintenant, je suis dans différentes start-up pour faire de l'innovation, du marketing. Voilà. Très bien. Ça marche. Erwig, en tant que membre CleanTech, tu veux bien te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Herwig Steininger, membre de CleanTech depuis quelques mois. Et moi, je viens du BTP. Je suis dirigeant d'une filiale, de la filiale française d'un groupe autrichien en France. Et maintenant, je fais pour l'instant CleanTech. Et moi, ce qui m'intéresse, ce serait, comme je ne connais pas trop encore les dispositifs Venture Capital, bon, qu'est-ce que vous offrez pour les startups, pour éventuellement aider certaines startups pour se diriger vers vous. Merci. Très bien. Muet. Je te mets en mode muet. Guy, tu veux bien te présenter? Je vois, tu es dans une voiture en fait, c'est ça? Absolument. J'ai quelques superpositions de réunions. Donc je me suis arrêté sur le côté de la route et effectivement, je suis en voiture. D'accord. Donc, tu peux leur dire brièvement quitter à Pierre Cordel, Aster Capital. Voilà. Donc, Guy Durand, donc je suis business angel dans plusieurs réseaux, dont Arts et Métiers, Business Angel, CleanTech, Savoie Business Angel. Je suis basé, moi, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis un petit peu le régional de l'étape. Mais Erwig aussi est le régional de l'étape. Moi, mon horizon professionnel, j'étais très longtemps dans le groupe Legrand. Donc, tous les sujets d'énergie, de domotique,
m'ont toujours concerné de près et continuent à me passionner. Voilà, voilà. Merci. Transalé. Excuse-moi, on t'entend pas. Je crois que tu as un problème de configuration. Ok, je te céderai, oui, voilà, je te céderai la parole un peu plus tard, peut-être. Pierre, est-ce qu'il y a une personne en particulier parmi la liste que je t'ai communiquée avec que tu aimerais tout de suite faire intervenir? Non, non, pas spécifiquement. Je pense que je suis preneur de questions, bien évidemment, après la petite présentation ou pendant la petite présentation que j'ai préparée. D'accord, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir tout de suite pour se présenter? Je pense que c'est important. Ok, bon, on démarre avec la présentation de Pierre. Pierre, c'est à toi. Très bien. Vous voyez mon écran? J'invite chacun à couper le son de son micro pendant ce temps-là et dans 15 minutes à peu près, à redémarrer son micro pour échanger si vous avez une question. Vous pouvez d'ores et déjà lister quelques questions dans la boîte de conversation et ensuite prendre la parole sur les coups de 12h15, 12h20. Merci. Très bien, super. Merci beaucoup. Donc, brièvement, Aster, on est un fonds de capital risque, donc on investit dans des startups. On est un fonds qui a été créé en 2005, qui initialement faisait partie du groupe Schneider Electric, et puis en 2010, dans un souci de parfait alignement d'intérêts avec les entrepreneurs notamment, on a décidé de faire un spin-off de la société de gestion, et donc aujourd'hui, on est un fonds indépendant. On lève principalement de l'argent auprès de sociétés industrielles, notamment Schneider Electric, mais aussi des sociétés comme Solvay dans le passé, Plastic Omnium, Alstom, et puis c'est une liste qui a vocation à continuer à s'élargir. On a financé une cinquantaine de sociétés depuis le début depuis la création d'Aster Capital. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement et quel type de start-up on finance? On a un secteur, un focus sur quelques secteurs bien particuliers. Le premier, c'est tout ce qui concerne la mobilité. Et quand on dit mobilité, on parle de mobilité des biens et des personnes, c'est-à-dire tous les aspects de logistique, que ce soit de la logistique globale d'un continent à l'autre, la logistique au niveau national ou la logistique vraiment au niveau du dernier kilomètre. Comment est-ce qu'on organise mieux ces différents transports de biens? La mobilité, c'est aussi transporter les personnes dans leur trajets quotidiens ou des trajets plus exceptionnels. Donc, toutes les innovations autour du transport public, autour des grands réseaux type réseau ferroviaire, mais aussi toutes les innovations autour de la voiture connectée, de la voiture autonome, c'est des choses qu'on regarde. Ça, c'est le premier grand secteur qui nous intéresse. Deuxième grand secteur, c'est tout ce qui concerne l'énergie et les bâtiments de façon générale. Comment on équipe les buildings, comment on gère mieux les buildings, comment on produit de l'énergie et comment on la gère au mieux. Et puis le troisième grand secteur qu'on garde, c'est toutes les technologies qui contribuent à transformer les industries un peu traditionnelles, et notamment le manufacturing, la construction, qui sont généralement bien souvent des technologies transverses à plusieurs industries, l'IoT pour l'industrie. On peut penser au contrôle non destructif, à l'impression 3D, à un certain nombre de technologies qui contribuent à faire progresser des industries jugées un peu traditionnelles. On a une présence qui est principalement en Europe, notre bureau principal étant à Paris, et ensuite on a un petit bureau à San Francisco et une personne qui fait du sourcing pour nous en Israël. Donc on investit principalement dans ces géographies. Si je devais caricaturer, je dirais qu'on investit un tiers de nos fonds en France, un tiers en Europe hors de France et un tiers aux États-Unis. Et puis ensuite, on a monté 2 fonds spécifiques dans des géographies bien définies, donc un fonds en Chine et un fonds en Afrique, mais c'est des fonds qui fonctionnent avec des équipes dédiées sur place. La spécificité d'Aster, je l'ai mentionné un petit peu au début, c'est qu'on travaille de façon assez
rapprocher avec un certain nombre de corporates qui choisissent d'investir chez Aster. Et donc, historiquement, on a travaillé avec des gens comme Alstom, comme Schneider, comme Solvay, comme Plastic Omnium. Puis j'essaierai de clarifier un petit peu la façon dont on travaille avec ces gens-là, en quoi c'est d'intérêt pour eux, mais surtout en quoi c'est d'intérêt pour les startups qu'on finance. Juste pour clarifier un petit peu, revenir un petit peu sur le scope, on ne fait pas d'agriculture typiquement, on ne fait pas de pharma. Donc, pour clarifier un petit peu ce qu'on met derrière le mot industrie, on fait principalement des technos pour le manufacturing et pour la construction. Donc, alors, à quel stade d'investissement on investit? C'est important de bien comprendre pour venir nous voir au bon moment, même si j'ai envie de dire qu'il n'y a jamais de moment trop tôt pour venir nous voir. On est toujours curieux de comprendre, de conseiller, de donner notre avis sur des business qui sont pas encore très très développés. Mais à partir de quel moment on peut investir? On est un fonds qui est relativement flexible. On investit un petit peu en seed, on investit un petit peu en venture, on investit un petit peu en growth, c'est-à-dire des sociétés qui ont déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Les tickets qu'on met, on met des tickets entre 400, 500 000 euros et 5-6 millions sur le premier tour d'investissement auquel on participe. Pour clarifier un petit peu ce qu'on entend derrière seed, parce que qu'est-ce que c'est de l'amorçage? Est-ce que c'est au tout début 500 000 euros, c'est quand même une levée de fonds relativement conséquente. Nous, on finance des projets sur lesquels on a une confiance assez importante qu'on peut significativement dérisquer le projet sur les 18 prochains mois, c'est-à-dire d'ici la prochaine levée de fonds. Et ça dépend, les critères dépendent beaucoup du type de business qu'on est en train de monter. Sur un business software as a service, ça veut dire par exemple atteindre 100 000 euros de revenus récurrents par mois. Sur un business hardware, ça veut dire prouver qu'on arrive à décacher une grosse margin et une marge brute relativement confortable et avoir quelques centaines de milliers d'euros de CA. Donc voilà, je pense que cette définition de dérisquer le projet sur les 18 prochains mois doit être adaptée au business. On est généralement lead en Europe, souvent en co-investissement, parfois avec des business angels. On est en ce moment même en train de clôturer 2 deals, l'un dans le software pour l'industrie et l'un dans le contrôle qualité pour l'industrie avec des business angels, un réseau dans un cas et des business angels individuels dans l'autre cas. Et donc, c'est des gens avec qui on n'a aucun problème à travailler. On travaille avec la plupart des fonds, sinon français, voire européens, sur les deals sur lesquels on travaille. Pour vous donner une idée un petit peu plus concrète de ce qu'on fait, donc on travaille spécifiquement sur 3 grands secteurs que j'ai énoncés plus tôt. On voit à peu près 2000 opportunités par mois. Combien ça prend de temps d'arriver avec un investissement et quelle est la chance, entre guillemets, d'arriver avec un investissement, même si la chance n'a pas grand-chose à voir là-dedans, à mon avis. Donc, en gros, c'est un process qui dure de 3 à 6 mois entre le premier moment où vous allez rentrer en contact avec l'équipe. Et je vous laisserai bien évidemment mes coordonnées, mais vous pouvez le faire sur le site web. Il y a les coordonnées de tous les membres de l'équipe d'Aster et leurs adresses mail notamment. Donc, assez vite, on va prendre un premier call avec une première réunion avec l'entreprise qui nous a sollicité. Si on confirme un intérêt en réunion d'équipe, déjà vous avez passé, je dirais, un filtre important puisqu'il y a en gros une grosse moitié des dossiers sur lesquels on va dire c'est pas le bon moment maintenant, c'est très intéressant mais il faut pas, c'est pas le bon moment, ou c'est pas vraiment dans notre scope, ou bien c'est un peu concurrent avec quelque chose qu'on fait déjà et donc on veut pas s'engager sur ce genre de projet. Et puis, une fois que ce filtre est passé, si on a un deuxième call qui est relativement satisfaisant, qu'on a très envie d'avancer de notre côté, vous allez rentrer dans un pool de 50-80 startups. Annuellement, j'entends, on fait avancer entre 50 et 80 startups à ce niveau-là par an.
et sur ces 50-80 startups, on va les inviter à venir pitcher devant l'équipe. Et tout ça va finir à, en gros, 5 à 7 investissements. Alors, on a des objectifs un peu plus ambitieux pour l'an prochain, étant donné qu'on a un fonds un petit peu plus gros. Mais globalement, voilà, il faut comprendre qu'on passe d'un nombre d'opportunités très très important à un nombre d'investissements qui est relativement restreint. Pardon. Quelques mots sur notre portfolio pour illustrer un petit peu ce qu'on a pu financer dans le passé. Alors, je ne vais pas toutes les reprendre, mais je vais reprendre notamment quelques succès passés du fonds et puis les dernières opportunités dans lesquelles on a investi. Si je commence en haut à gauche, Finalcad, c'est une société qui aide les entreprises générales de construction à améliorer leur efficacité et notamment à améliorer le relevé de défauts sur les chantiers, 2, la communication entre les personnes sur les chantiers, 3, à faire remonter de la donnée des chantiers. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour le CEO d'une grande entreprise générale comme Eiffage ou Bouygues d'avoir une vision granulaire de ce qui se passe sur les chantiers. Donc, c'est une société qui emploie maintenant 150 personnes, qui travaille avec des grands groupes français, avec des grands groupes en Asie, avec des grands groupes en Amérique du Sud pour les aider dans ce travail de digitalisation sur les chantiers. Element Analytics, c'est le dernier deal qu'on a fait. C'est une société américaine qui aide à préparer les jeux de données pour que les jeux de données des industriels afin qu'on puisse appliquer ensuite des algorithmes de machine learning. Donc, c'est bien beau d'avoir développé des beaux algorithmes si on n'est pas capable d'avoir des jeux de données sur lesquels on peut les appliquer. Si je vais dans la colonne de droite, Equator, c'est un fournisseur d'électricité alternatif, donc là, typiquement dans notre scope énergie. Digital Lumen, c'est une société qui fait des LED pour les bâtiments industriels. Société qu'on a vendue à Osram, qui est un des leaders de l'éclairage à la fin de l'année dernière. Solaire Direct, c'est un développeur solaire, un développeur de projets solaires qui a été vendu à Engie en 2016. Et puis en bas, sur les sujets mobilité, Smart City, on a investi dans Cosmotech. Cosmotech, c'est un logiciel de simulation de systèmes complexes qui sert notamment à représenter les réseaux, que ce soit les réseaux de distribution, les réseaux de transport, et d'optimiser ces réseaux-là, notamment la politique de maintenance long terme sur ces réseaux. Et Open Datasoft, c'est une solution SaaS qui permet à un certain nombre d'acteurs de partager leurs données à travers des API ou bien des API publiques. Et généralement, on appelle ça de l'open data. Il y a beaucoup de collectivités locales, beaucoup d'opérateurs de transport qui utilisent des API pour partager des flux de données, par exemple l'heure d'arrivée d'un bus à une station en particulier. Et on peut aussi faire des API privées, donc qui sont très utiles pour partager des flux de données au sein d'une entreprise. Quelques mots sur l'équipe. Donc, on est une équipe principalement basée à Paris. On a donc 2 personnes, Kevin Denning qui est basé aux États-Unis et Adi Yafat qui est basé en Israël. Là où on se distingue un petit peu et là où on essaye de se différencier, on a une équipe qui est scindée en 2 équipes bien distinctes. Une équipe d'investissement donc qui assure l'instruction des dossiers et puis le suivi classique d'un fonds de capital risque, c'est-à-dire aider les sociétés dans lesquelles on investit, notamment sur les points de vue ressources humaines, stratégie, marketing, à travers des interactions qui peuvent aller de 4 board meetings par an à des interactions hebdomadaires s'il y a des situations qui le requièrent ou s'il y a des demandes particulières des sociétés. Et puis, on a une équipe qui est un petit peu séparée, qui s'appelle le Hub, qui est une équipe de suivi plutôt business, composée de gens qui ont des expériences diverses, qui ont généralement une expérience et un réseau assez important chez l'un de nos LP, donc chez un de nos sponsors industriels. En l'occurrence, Rodolphe Elio a fait toute sa carrière chez Schneider Electric, Claire Lepelletier chez Alstom, Julien Etienne chez Plastic Omnium. C'est des gens qui ont des expériences assez variées également, dans le sens où Rodolphe, c'est un
c'est quelqu'un qui a un doctorat en analytics. Claire Lepelletier, c'est quelqu'un qui a fait du marketing pendant 10 ans. Et Julien Etienne, c'est quelqu'un qui a fait de la stratégie et de la M&A dans différents groupes industriels, notamment Plastic Omnium et Hutchinson. Et donc, c'est des gens qui, sont en mesure d'accélérer les relations entre nos corporates, nos sponsors industriels et les startups dans lesquelles on a investi. Et deux, sont capables de leur apporter leur expérience spécifique et de les aider sur certains sujets particuliers. Donc, pour clarifier un petit peu et pour préciser ce que fait ce hub et en quoi il est particulièrement intéressant et pour nos sponsors et pour les startups qu'on rencontre. Pour nos sponsors, c'est de l'inspiration parce que ces gens-là travaillent à nos côtés et donc sont capables de comparer, d'être capables d'inspirer les corporates qui travaillent avec nous en faisant des comparaisons entre des marchés similaires, en leur disant voilà ce qui se passe aujourd'hui dans le manufacturing, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas demain dans la construction, ou ce qui se passe dans l'industrie automobile, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas demain dans l'industrie ferroviaire. Voilà ce qu'on voit, voilà en quoi ça pourrait s'appliquer aux grands groupes. C'est de l'open innovation parce qu'on voit 2000 startups par an et si on investit uniquement dans 5 à 7 d'entre elles, on en connecte énormément aux grands groupes qui nous sponsorisent. Je dirais une centaine ou 200 par an. Et donc, pour eux, c'est une façon d'être exposé à de l'innovation. Et puis, plus globalement, c'est une façon de comprendre les tendances de marché. Quand on est dans un grand groupe, c'est compliqué, c'est pas forcément évident de comprendre tout ce qui se passe dans ces 2000, 3000 entreprises qui travaillent sur des sujets qui potentiellement les affectent. Et donc, nous, on a aussi cette vocation, enfin le hub a aussi cette vocation à clarifier les tendances de marché qui peuvent constater sur le marché. Pour nous, équipe d'investissement sur la droite, c'est une façon d'accélérer nos due diligence parce qu'on a accès à un réseau d'experts business qui sont capables de nous conseiller, de nous donner un avis sur une société en particulier. Et puis pour les startups, et je pense que c'est là le plus important, c'est une façon d'avoir un feedback du marché assez rapidement, d'être connecté au bon interlocuteur, d'avoir un avis sur est-ce qu'il y a effectivement un intérêt pour Alstom, Schneider, de travailler avec cette startup-là. C'est des nouvelles opportunités parce que la connaissance des grands groupes, de ces gens du hub, fait qu'ils sont capables d'identifier des opportunités auxquelles les startups ne pourraient pas forcément penser. Ça peut être connecté directement au haut niveau, passer une étape compliquée, un juriste, un achat, trouver le bon interlocuteur business, trouver de nouvelles applications, éviter que les échanges s'éternisent et que les personnes d'un grand groupe se renvoient la balle pendant des semaines et des semaines. Et puis, in fine, ce qu'on cherche à construire, c'est des relations clients-fournisseurs, des relations de partenariat stratégique, c'est-à-dire des offres communes, des accès au marché commun, et plus généralement de la visibilité, puisqu'on essaie de faire participer nos sociétés à un certain nombre d'événements liés à l'innovation dans nos grands groupes. Il n'y a pas très longtemps, il y a Open Data Soft et Final4 qui ont pitché aux côtés de Salesforce et de Microsoft, donc pas tout à fait des petits partenaires, sur l'événement annuel organisé autour de l'innovation par Schneider Electric, où il y a fait les 700 plus grands clients de Schneider Electric. On essaie d'ailleurs de partager un petit peu ce qu'on comprend du marché. Si vous suivez un peu nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Medium, on essaie de partager de temps en temps ce qu'on pense d'un marché. Il n'y a pas très longtemps, on a écrit quelque chose sur comment les technologies spatiales et notamment la donnée dans l'espace allait, à notre sens, impacter les industries un peu traditionnelles. Donc, c'est le genre de papier qu'on essaie de publier régulièrement pour simplement donner notre avis sur certains marchés. 2018, qu'est-ce qui va se passer? On a tout juste annoncé un fonds de 240 millions qu'on va investir donc dans la mobilité, les technologies pour l'industrie et la transition énergétique. C'est un fonds qui a un focus particulier sur le digital parce qu'on pense qu'il y a une tendance de marché et des opportunités qui sont extrêmement importantes
pour le digital lié à ces industries particulières. On cherche activement de nouvelles opportunités d'investissement. Donc, sur ce nouveau fonds, on a fait déjà 3 investissements. Il y en a 2 qui ont été annoncés, qui sont Habiteo et Element Analytics. Et puis, donc, on cherche activement de nouvelles opportunités. Et puis, ce pool de sponsors avec lesquels on travaille, Schneider, Alstom, Plastic Omnium, c'est un pool qui a vocation à s'agrandir encore parce que on va continuer à augmenter un petit peu la taille du fonds pour pouvoir supporter des startups sur un terme encore un peu plus long, pour financer des opportunités un peu plus grosses également. Et donc, on a vocation à renforcer ce pool d'industriels, notamment dans les secteurs de l'énergie et de la mobilité. Je suis bien évidemment ouvert pour répondre à toutes vos questions. Et puis, notez bien mes coordonnées. Si vous voulez discuter à propos de votre nouvelle entreprise, de votre nouveau projet, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un mail et j'essaierai autant que possible d'être actif. Ok, première question de Jamal. Solvay, Jamal, on te passe la parole. Oui, j'ai juste pas bien compris si Solvay avait été impliqué dans le fonds Aster ou pas. J'explique en 2 secondes ce qui m'amène. Moi, j'ai une approche de créer des technologies et de les distribuer de manière ouverte, un peu sur le modèle qui a été popularisé par Wikipédia. Et je discute en particulier avec la partie de Solvay Énergie qui fait de l'électricité, du trading et de l'électricité. Le focus de mon projet, c'est pour convertir du chauffage résidentiel à l'électricité. Et la méthode, c'est de simuler du chauffage urbain, des régies de chauffage urbaine. Et j'avais entendu que Solvay était dans le pool ou proche du pool, et je ne le revois pas dans la liste Schneider, Alstom, Plastic Omnium. Et ma question, c'est sont-ils toujours impliqués dans votre pool ou non? Non, Solvay, d'ailleurs, je ne sais pas, mais Solvay s'était inscrit à cette. Donc, si Solvay peut aussi. Il y a peut-être quelqu'un sur le call, mais je peux répondre. Bien sûr. Néanmoins, Solvay a participé au fonds, au précédent fonds d'Aster, qui a été levé en 2010 et qui a été clôturé en 2016. Pour l'instant, ils font pas partie ils sont pas souscripteurs du nouveau fonds. Et donc, les 3 souscripteurs qui ont décidé de discloser leur participation dans le fonds jusqu'ici, c'est Schneider Electric, Alstom et Plastic Omnium. Donc, aujourd'hui, Solvay décide principalement d'investir dans des startups à travers une entité interne qui s'appelle Solvay Ventures. D'accord. Ok. Oh. Guy, est-ce que tu as une question? Guy Durand? Oui, ça y est, je me suis reconnecté. Bon, moi, je connais un petit peu la présentation et donc les réponses à mes questions ont déjà été faites dans des occasions précédentes. Je me posais un petit peu la question sur une thématique sur laquelle on est présente, la prévision météo à proximité des unités d'énergie renouvelable, particulièrement solaire et éolien. Est-ce que c'est un domaine sur lequel vous avez déjà fait du travail et qui vous intéresse? Oui, donc c'est effectivement quelque chose qui nous intéresse. C'est quelque chose sur lequel on n'avait pas de thèse d'investissement très bien définie, notamment parce que dans beaucoup de pays, il y avait des obligations d'achat à des tarifs fixés et donc une valeur derrière la prédiction de ce que va être la production à une heure donnée relativement faible. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de parcs éoliens, de parcs solaires qui sortent de ces obligations d'achat et donc qui ont 2 options. La première, c'est d'aller vendre leur électricité sur les marchés avec forcément des incertitudes sur les revenus. La deuxième, c'est de sécuriser des contrats de vente avec des acteurs privés qui peuvent être des fournisseurs d'électricité, par exemple.
Et donc, il est vrai qu'il y a et là, il y a évidemment une option qui consiste à stocker une partie, à une partie de cette électricité, si on met en place des moyens de stockage. Donc c'est vrai qu'avant, la question ne se posait pas. Aujourd'hui, la question de savoir si la prédiction a une valeur ne se pose plus non plus. La prédiction a une valeur. On a du mal, on a regardé un certain nombre de dossiers. On a du mal aujourd'hui à dire combien vaut la prédiction et combien sont prêts à payer les acteurs et quel va être le choix fait par les producteurs d'éolien, de solaire. Est-ce qu'il y en a quand même pas beaucoup qui vont se tourner vers des acteurs privés pour acheter leur électricité à un prix fixe? Ok. Ma question, elle est évidemment intéressée puisqu'on est présent dans une telle société là qui est une émanation du CEA. Et Ouais. donc, bien évidemment, dans cette prévision, il y a toute une palette d'acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts entre le producteur, le gestionnaire de réseau, celui qui a à la fois du photovoltaïque et du stockage, ou le trader. Bon, chacun a des intérêts différents. Ce qui nous apparaît très net aujourd'hui, c'est que comme la part de solaire dans le mixte augmente, tous les réseaux sont, on va dire, un petit peu plus instables et donc plus acheteurs de prévisions. Et ce qui induit aussi que dans le coût de la prévision intervient les pénalités pour non-respect du créneau de production. Je produis trop ou je produis pas assez, etc. Tout ça génère donc segment de client par segment de client, le prix d'achat de la prévision est variable et donc voilà, on est dans une phase où nous on considère que ce marché-là est en train de prendre vraiment une existence monde. C'est réellement un marché monde. L'image qu'on en a sur le marché français est un peu réductrice, mais sur un certain nombre de zones géographiques, c'est un vrai business, quoi. Donc éventuellement, on peut en reparler. Ouais, je pense que ça vaut le coup qu'on en parle. D'accord, ok. Ok, j'ai une question je vais faire les choses dans l'ordre des questions qui sont posées. Olivier Oldirini, vous aviez une question? Oui, bonjour à tous. Donc, Olivier Oldirini d'Amplissime. Je suis cofondateur de la société. On est une start-up incubée à Goranov. Et puis, du coup, on a vu passer tout à l'heure des gens de Green Tech. On est aussi lauréat à Green Tech. Et du coup, moi, j'avais une question. Chez Aster, vous avez déjà investi dans tout ce qui est modélisation, j'entends high performance computing, etc., des impacts environnementaux de sites industriels, de chantiers de construction, etc. Comment s'appelle votre startup, pardon? C'est Amplissime, AMPLISIM. Ok. On n'a pas investi spécifiquement sur la modélisation des impacts environnementaux. On a quelques investissements. Enfin, on a un investissement, par exemple, dans Cosmo. Je pense que c'est des gens qui ont envisagé de travailler sur ces problématiques à un moment, parce que c'est évidemment la modélisation, c'est de la modélisation relativement complexe qui met en jeu de la météo, des vents, un certain nombre de sources de pollution, qui avait choisi à l'époque de ne pas travailler de faire un arbitrage et de ne pas travailler sur ces problématiques. Mais aujourd'hui, je suis curieux de comprendre un peu mieux avec vous, à votre avis, quels sont les enjeux derrière cette modélisation de pollution. Donc, ravi d'en discuter avec vous dans un second temps, si vous voulez. Olivier, vous pourriez poster le lien de votre site. Je n'ai pas réussi à le trouver, Amplissime. Ça marche, je fais ça de suite. Ouais. Et envoyez-moi un mail à pc@aster.com si vous voulez en discuter.
Ouais, ça marche, ouais, avec plaisir. Très bien. Vous avez une question aussi attendez, je vais peut-être passer la parole d'abord à Transalé s'il arrive à démarrer son micro. Nicolas, tu nous entends? Oui, oui, je vous entends bien. Très bien. Maintenant, j'ai réglé un peu les problématiques techniques. Bon, c'est pas au top, mais ça va quand même. Donc oui, effectivement, bon, j'ai eu déjà l'occasion de voir la présentation de Pierre lors de la formation que vous aviez fait. Au niveau de l'investissement en seed, je me souviens plus très bien, le ticket minimum, c'est 500 000, c'est ça? Ouais, 400-500 000 environ. D'accord. Et en face, il faut avoir un chiffre d'affaires. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est non, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une confiance relativement importante sur le fait que on a 18 mois pour prouver les choses et voilà, dans 18 mois, on sera capable de lever une série A si effectivement on a validé un certain nombre de risques, on a validé une partie du business. Qu'est-ce que ça veut dire? Je disais tout à l'heure, sur une société qui fait du software, ça veut dire atteindre un certain récurrent avec des clients qui sont plus en phase de POC et qui ont décidé de déployer. Sur du hardware, ça veut dire stabiliser un petit peu, en tout cas prouver qu'on peut atteindre des niveaux de marge brute raisonnables et prouver qu'on est capable de vendre à quelques clients pour quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... c'est beaucoup plus... on ne va pas définir la chose en matière de chiffre d'affaires, on va beaucoup plus définir la chose sur où est-ce que vous pouvez être raisonnablement dans 18 mois et ça va beaucoup plus être une discussion sur qu'est-ce qu'on peut faire dans les 18 prochains mois. Oui, les capacités de production opérationnelle et consort. Ok. Ouais, exactement. Très bien. Merci. Je passe la parole à Benoît, GreenTech Verte. Benoît, tu avais une question? Pardon, voilà, vous entendez mettre le micro. Voilà. Oui, j'avais une question sur le dans lequel Aster Capital investit. J'ai bien compris les investissements dans le domaine de l'énergie. Est-ce que les secteurs économie circulaire et biodiversité intéressent aussi Aster Capital ou pas? Biodiversité, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais je pense qu'on a moins de cartes en main pour accélérer les sociétés dans ce secteur-là et donc on n'a pas de focus particulier là-dessus. Disons que c'est un focus secondaire par rapport à nos focus sur l'énergie, la mobilité et les technologies pour l'industrie. Économie circulaire, je dirais que c'est un thème très très transverse qui s'applique à la mobilité, qui s'applique à l'énergie, qui s'applique même à l'industrie parce qu'il y a des notions d'économie circulaire, notamment échange de matériaux dans le domaine de la construction, échange de matériaux dans le domaine de l'industrie. Ça, c'est des choses qui nous intéressent. L'économie circulaire appliquée à la mobilité, c'est évidemment clé. On pense que il y a une relative inefficacité sur les réseaux de transport public tels qu'ils sont designés aujourd'hui et qu'il y a bien évidemment des alternatives, peut-être du covoiturage, qui sont à même de résoudre une partie de ces inefficacités. Donc là-dessus, on y travaille relativement activement. Et puis sur la partie énergie, c'est pareil, on est convaincu que les réseaux tels qu'ils existent aujourd'hui ne seront pas la forme unique de distribution d'électricité et que dans un futur relativement proche, ça va peut-être pas commencer en France parce que c'est pas l'endroit où l'électricité est le plus cher et donc c'est un endroit où a priori ça va bouger plutôt moins vite. Mais on pense que assez vite il y aura de l'économie circulaire dans le domaine de l'énergie et que les gens vont produire et se revendre de l'énergie entre eux. Donc c'est un sujet qui est transverse et qu'on regarde beaucoup. Merci. En tout cas, bravo pour votre investissement sur les sujets de l'énergie qui sont au cœur du plan climat de notre ministère, hein, donc du ministère de la Transition écologique et solidaire, hein, bien sûr. Merci pour la réponse. Et Benoît, pour avoir participé à certaines manifestations, événements autour de la biodiversité, moi, ce que j'avais noté, c'était la difficulté de trouver des modèles économiques. Tu as des startups au sein de la GreenTech Verte, biodiversité, avec des vrais modèles économiques auxquels tu penses? Oui,
Oui, tout à fait. Des startups qui travaillent et qui, par exemple, travaillent sur la prévention. Par exemple, une startup comme Soleo Éco-Solutions qui travaille sur la prévention des agressions par la fourmi coupeuse de feuilles, qui a un marché avec notamment comment dire, toutes les exploitations agricoles en Amérique du Sud qui sont potentiellement menacées, donc qui ont envie de maîtriser ce phénomène pour ne pas perdre leur récolte. Et là, il y a des milliards d'euros de chiffre d'affaires à la clé. Mais ensuite, effectivement, il y a aussi d'autres types de services plus liés, par exemple, à la relation avec le public, à une relation plus rapide avec la connaissance sur la biodiversité. Et là, ça devient un peu plus difficile de trouver des modèles. D'accord. Est-ce qu'il y a une manifestation que tu souhaiterais communiquer autour de la biodiversité prochainement? Je ne sais pas. Il y a des choses qui vont être faites avec l'Agence française de la biodiversité. Par contre, il n'y a pas de date fixe aujourd'hui. D'accord. On a des projets. Très bien. Je note ça. Ok. Je vois qu'il est 41. Est-ce que Stéphane, tu es en ligne? Est-ce que tu as une question? Oui, je suis en ligne. Non, mais c'est assez clair. J'aime bien le positionnement, en fait. C'est vrai que c'est au cœur de la transformation numérique de la société, en s'articulant sur les axes intéressants, en particulier la mobilité que je connais bien. Donc, non, RGPD, il y a des choses à dire? RGPD, oui, alors oui, c'est une question qui peut être de fond, mais comme toutes les sociétés qui vont travailler aujourd'hui sur de l'analytics basé sur de la donnée personnelle, et évidemment les données de mobilité sont des données personnelles. Est-ce que vous avez regardé un peu ces histoires de GDPR ou RGPD, si on est anglophone ou francophone? Ouais, et notamment autour de la mobilité, parce que je te parlerai d'une manifestation KPMG Smart City AO autour de la mobilité intelligente. On sait que mobilité urbaine et intelligente, on sait que beaucoup de données vont circuler sous les lampadaires, par exemple, parce qu'ils essayent de les rendre plus intelligents, mais ça va capter beaucoup de données. Est-ce que vous avez envisagé d'accompagner des projets sur ces sujets-là? Ou de regarder quel est l'impact des projets que vous accompagnez à la conformité de ces règles. Oui, c'est effectivement une réglementation qu'on a bien regardée, qui est relativement contraignante. Nous, on ne voit pas ça comme un différenciateur d'investissement. Pour nous, c'est pas un dossier sera meilleur qu'un autre parce qu'il respecte a priori la GDPR. C'est quand même avant tout une histoire de mise en conformité. Donc, il faut faire les choses bien, il faut bien s'entourer, il faut trouver les bons avocats pour conseiller l'entreprise. Donc, nous, c'est une démarche qu'on fait activement. On essaie de conseiller pour nos startups qui ont un enjeu autour de la gestion de données. Donc, notamment, on a relativement peu de projets B2C, mais des sociétés comme Équateur forcément gèrent des données clients autour de l'énergie. C'est moins sensible que de la mobilité, mais il se pourrait qu'on accompagne des projets dans la mobilité à court terme. Pour nous, c'est avant tout trouver les bons moyens d'accompagner les startups, trouver les bons moyens d'évaluer les startups dans ce qu'elles font aujourd'hui. Je suis assez confiant dans le fait que si c'est bien fait, n'importe quel business peut se conformer à la GDPR. Oui, je suis d'accord avec vous, si ce n'est que parfois, des certain nombre de choix, enfin, vous avez vu ce qui se passe chez Criteo, l'utilisation des cookies les met en dehors de la GDPR, donc ils vont devoir trouver d'autres solutions. Ah bon, ça peut être impactant, un certain nombre de choix techniques ou de business model peuvent être impactés, et se mettre en conformité, ça veut dire pivoter, et ne pas se mettre en conformité, ça veut dire être en dehors du marché. C'est clair, et c'est pour ça que c'est un point d'évaluation quand même dans nos dossiers. Aujourd'hui, quand on regarde un dossier B2C qui met en jeu des données personnelles, évidemment, on va regarder qu'est-ce qui va être nécessaire d'adapter et quel va être le coût de cette adaptation pour être en conformité parfaite. Ok, d'accord. Bon.
Peut-être Je me rappelle que Guy a une question. Rizvan, Ah, pardon, allez-y. non, je me rappelle simplement que Rizvan me demandait un petit peu qu'est-ce qu'on voyait comme tendance. Ouais, je donc vais elle était un rebondir peu sur les dessus. tendances en même temps, parce que parce que j'ai noté les véhicules autonomes, les voitures Ouais. connectées, et je me demandais si tu avais déjà, enfin, si le fonds avait pris une position là-dessus, déjà sur un dossier. Ouais. Ok. On n'a pas pris de position. C'est un domaine sur lequel c'est extrêmement compliqué d'investir, notamment parce que les dossiers de véhicules autonomes, c'est des dossiers qui travaillent, enfin c'est des entreprises aujourd'hui qui travaillent principalement avec des départements de recherche. Donc il y a des départements de développement produit, mais il n'y a pas de produits, ou très rarement de produits Il y a sur le marché. Dipotix, Raoul Bravo, je ne sais pas si tu as vu. Ouais, c'est pas un projet. C'est pas un projet qui a vocation à être financé à l'extérieur, je pense, pour l'instant, Dibotix. Mais effectivement, c'est une société super intéressante. Il y a des boîtes comme Navia, par exemple, qui sont aujourd'hui, c'est un produit. Hein. Ouais, c'est vrai. En gros, il y a deux cas qui sont Navia et EasyMile, sur lesquels on avait regardé les opportunités, enfin, on avait réfléchi à investir. On a regardé ces dossiers un peu tardivement pour pouvoir y investir et y déployer. Enfin, c'était des tickets relativement importants qui n'étaient pas à notre portée à ce moment-là. Et en smart building, j'avais pensé à Inciteo. Je ne sais pas si tu l'as vu passer déjà. Ouais, Inciteo, de façon générale, enfin, ce sujet de la l'indoor localization, comment on se localise dans un bâtiment. Pour nous, il y a une évolution du marché assez importante. Il y a quelques années, il y a beaucoup, enfin les bâtiments sur lesquels on déploie ce genre de technologie, c'était essentiellement des musées, des aéroports et des centres commerciaux, avec des avantages pour le client final qui n'étaient pas évidents parce que le client final, il télécharge pas l'application de l'aéroport de Paris quand il va à Roissy. Le client du centre commercial SoWest à Levallois, il télécharge pas l'application de SoWest quand il va au centre commercial. Et donc, pas évident finalement d'accéder au client final. Et les centres commerciaux, les aéroports étaient très motivés, mais finalement, l'adoption était pas très importante pour le client final. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce secteur-là, parce que il y a un certain nombre d'acteurs, notamment des acteurs industriels, qui commencent à se dire que s'ils pouvaient étudier leur process avec un peu plus de précision, les déplacements de leurs employés sur une chaîne de production pour savoir ce qui a optimisé, étudier le déplacement de leurs véhicules dans un entrepôt pour optimiser où est-ce qu'on stocke les biens dans cet entrepôt. Je pense qu'il y a des choses qui apparaissent avec beaucoup un ROI, un retour sur investissement qui est relativement clair. Et donc, c'est un sujet sur lequel on continue à travailler, moins sur les technos de localisation que sur les outils pour analyser des données de localisation. Ok. En fait, c'est la step d'après que tu veux plus regarder. C'est-à-dire comment analyser la data récupérée. Ok. Concernant, donc il y a une question de plus, mais concernant Navia, Cap Decisive Management va intervenir. Je vous communiquerai les dates prochainement, donc vous pourrez peut-être lui poser la question sur les automobiles ou taxis connectés. On avait une question de Nicolas Tronsalé. Nicolas, à toi. Oui, donc rapidement, au niveau du scope, au niveau de la mobilité, est-ce que vous avez un regard particulier sur tout ce qui touche à la mobilité et le handicap? Ouais, c'est effectivement quelque chose de très important. On a écrit un papier il n'y a pas très longtemps dans un blog qui s'appelle La Fabrique des mobilités sur l'importance de la mobilité inclusive, donc de la mobilité accessible à tous. C'est un sujet sur lequel on pense que il y a une vraie tendance, que c'est important. Il y a une prise de conscience que la mobilité doit être accessible à tous. Et aujourd'hui, on n'a pas fait d'investissement, mais on a regardé un certain nombre de dossiers dans ce secteur-là. Je vous invite, j'essaierai de vous retrouver le lien de la Fabrique des mobilités. Je vais essayer de vous le retrouver tout de suite. Ouais, ben je suis dessus, donc il n'y a pas de souci. Je Ça marche. retrouverai.
Merci. Tu peux quand même nous l'envoyer parce que je suis tombé sur Ouais. un site wiki, mais c'est pas le bon. Je suis tombé là-dessus, là, Fabrique des mobilités, mais c'est pas ça. Ouais, excusez-moi. Il y avait aussi une autre question. dont j'ai oublié. Oui, moi, simplement une question d'intendance. Pierre, tu disais que vous organisiez 2 événements dans l'année. Le prochain, c'est quand? On organise plus que 2 événements par an. On organise assez régulièrement des événements autour d'une thématique bien précise. Donc, il n'y a pas très longtemps, on a fait quelque chose sur l'opposition apparente entre ça s'appelait Startup et transport public. Je t'aime, moi non plus. Donc, on avait convié un consultant qui a un avis relativement tranché sur la question, quelqu'un du guichet startup de la RATP, et puis quelqu'un de chez Open Data Soft. Donc ça, c'est le premier type d'événement qu'on organise. Et puis ensuite, on organise plutôt une fois par an un événement un peu plus grand autour d'un thème plus large. Et donc là, le prochain est autour de la mobilité. C'est un événement qui aura lieu le 1er février chez Aster, qui est un événement sur invitation. Mais si vous êtes intéressé pour venir à cette soirée où il y aura notamment Axel Lemaire qui viendra parler des relations entre grands groupes de la mobilité et start-up, n'hésitez pas à m'envoyer une invitation et je vous la ferai parvenir, bien entendu. Ok, très bien. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, très bien. Ok, merci à toi. On a un peu débordé, comme d'habitude. Il est 12h52. Prochaine, je vous invite tous à aller jeter un œil sur le lien que je vous ai communiqué, bit.ly webinaire CBA. Je crois que la semaine prochaine, c'est Déméter qui intervient. Déméter Emertech, Déméter Venture. Il y a effectivement cette invitation donc, d'Aster sur la mobilité avec la présence d'Axel Lemaire. Nous, on va organiser début mars, première semaine de mars, une rencontre Scale-up grand compte autour de la mobilité intelligente chez KPMG à La Défense. Donc, je vous en parlerai plus longuement en étant en veille sur des scale-ups, c'est-à-dire des boîtes qui ont déjà un fil produit marché et qui font déjà quelques centaines de K euros de chiffre d'affaires, autour de 500 K euros, pour les présenter à une dizaine de grands comptes. Donc, on va sélectionner 5 scale-up et les mettre en face de 10 grands comptes KPMG. Cet atelier aura lieu la première semaine de mars avec des intervenants de type Francis Pisani du Monde, l'Aki Climat aussi, etc., etc. Mais je vous tiendrai au courant là-dessus. Ok, merci à tous. J'arrête l'enregistrement. Si certains d'entre vous veulent rester un peu plus longtemps pour échanger avec nous, ce sont les bienvenus. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine.